Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Écoutez, j'ai l'immense honneur d'ouvrir le bal. Je préviens juste Priscilla que mon heure n'est pas bonne. Il est 12h20 sur mon horaire. Donc, je n'ai pas l'heure. Voilà, je préviens. Ah, mais elle est là. Parfait. Alors, je vais d'abord me présenter, vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée ici et à créer ce que j'ai créé. Et ensuite, je vais vous présenter un outil que j'aime particulièrement, qui s'appelle le portrait thérapeutique. Et je vais vous présenter cet outil pour vous montrer le travail qu'on peut faire avec la photographie et jusqu'où on peut aller. Alors, je m'appelle Élodie Sueur-Monsner, j'ai 46 ans. Je suis thérapeute du corps et de l'image et photothérapeute. Alors, moi, je suis née dans une famille de psy. Ma mère était psychanalyste, mon père était psychologue et mon beau-père était psychiatre. Donc je pense que la couleur de mon destin était annoncée. Le cabinet de ma mère était chez elle et ma mère s'occupait particulièrement des couples. Donc j'ai écouté des séances de couple toute mon enfance, ce qui m'a mis un petit peu en difficulté plus tard, je crois. D'ailleurs, je ne suis toujours pas en couple. Merci maman. J'ai commencé ma première séance de psy à 18 mois. Ma mère m'a emmenée chez le psy à 18 mois parce que je n'arrivais pas à dormir sans elle. Alors, qui n'arrivait pas à dormir sans qui? Telle est la question. Mais en tout cas, j'ai commencé un travail thérapeutique sur moi très jeune et très tôt, un petit peu en formation continue jusqu'à 20 ans à peu près. Donc dans ma famille, c'était un peu un art de vivre. La thérapie, c'était quelque chose qu'on faisait tout le temps, en permanence. Enfin, c'est quelque chose pour moi qui a été très facile d'accès, comme respirer, manger, boire. On va chez le psy. Et puis, vers 18-20 ans, donc j'avais quand même fait pas mal de thérapie déjà, je ne trouvais pas que j'allais mieux. Je ne trouvais pas qu'il y avait une réelle avancée, une réelle guérison. Je trouvais mes parents et leurs amis de plus en plus fous, qui allaient de moins en moins bien. Donc je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne me convient pas. J'entendais tout le temps, oui, mais il faut faire avec, ça va être super. Moi, je n'avais pas du tout envie de faire avec. Moi, j'avais envie de guérir, j'avais envie d'aller bien et j'avais envie d'être heureuse. Donc, j'ai commencé à partir voyager dans le monde, assez jeune, pour essayer d'expérimenter d'autres choses, d'autres façons de travailler. Donc j'ai 46 ans, donc j'avais 20 ans, vous voyez, donc ça fait un petit bout de temps maintenant. Donc à l'époque, commençaient à sortir un petit peu toutes les thérapies alternatives. Donc je crois que j'ai tout essayé, absolument tout. Donc je suis partie voyager, j'ai travaillé beaucoup avec des chamans, avec des guérisseurs. J'ai commencé toutes les thérapies qui commençaient à s'ouvrir, le rebirth, la kinésiologie, le transgénérationnel, toutes les thérapies qui commençaient à émerger et qui proposaient autre chose que la thérapie classique dite mentale. Moi, je trouve que c'est super, la psychanalyse et la thérapie classique freudienne ou lacanienne, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Ça apporte beaucoup de compréhension, beaucoup de choses, mais ce n'est pas suffisant. Donc je suis partie commencer à voyager pour essayer de découvrir d'autres façons de vivre, d'autres façons de travailler sur toi. Sur moi surtout, parce que sur toi, pas encore, mais c'est arrivé après. Donc j'ai expérimenté vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses et je me suis aperçue quand même que quand ça passait par le corps, il y avait quand même quelque chose de plus qui se passait. Il y avait quand même, parfois, pas tout le temps, des guérisons, des choses qui ne revenaient pas, des choses qui ne se remettaient pas en place. Et donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant, quand ça passe par le corps, quand la prise de conscience est vécue dans le corps, manifestement, derrière, ça guérit. Ou en tout cas, selon certaines façons de le faire. Alors évidemment, j'ai essayé des trucs un peu bizarres, chelous, qui ne marchaient pas du tout, des choses qui marchaient très bien, des choses très efficaces, des choses beaucoup moins. J'ai essayé des choses qui m'ont mis dans d'autres états de conscience, qui m'ont fait comprendre d'autres choses. Enfin voilà, j'ai beaucoup expérimenté. Et puis en parallèle, moi j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, donc je me suis longtemps cherchée, puisque j'ai fait des études d'administration économique et sociale, donc inutile de vous dire que ce n'était pas mon chemin. Ensuite j'ai été comédienne, mais vous allez voir quand même qu'il y a un fil conducteur dans mon parcours. C'est toujours la recherche, la quête de comprendre comment fonctionne l'humain. Et moi, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui fait qu'on devient
la plus haute version de soi-même, la plus belle version de soi-même, la version la plus aimante de soi-même. Qu'est-ce qui fait qu'on guérit? Qu'est-ce qui fait qu'on peut aller bien dans la vie? Pourquoi il y a des gens qui guérissent? Pourquoi il y en a qui ne guérissent pas? Et ça, chez moi, c'est vraiment une passion, une quête depuis que je suis toute petite, quoi. Donc j'ai été comédienne, j'ai été auteure, j'ai été journaliste, j'ai été RH, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis, tout en faisant ce chemin, finalement, où je questionnais un petit peu la nature humaine, un jour, j'ai dit à mes guides, je les appelle les loulous, bon, maintenant ça suffit, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis sur la Terre? Je ne comprends pas ce que je fais là, je m'ennuie. Moi, je ne veux pas être psy, il en est hors des questions, ce n'est pas mon truc, mais je ne trouve pas mon chemin. Voilà, j'en peux plus, maintenant ça suffit, dites-moi où je dois aller. Et puis le lendemain, je tombe sur la rue, il y avait un magazine, ça s'appelait Profession photographe. Je dis, ah, c'est intéressant. Et puis je me suis inscrite à une école de photo, et puis j'ai passé un concours pour entrer dans une école de photojournalisme. Et là, dans cette école, on avait un grand sujet de fond à faire qui représentait mes études. Et puis à l'époque, j'écrivais pour le cinéma, j'étais auteure. Et donc je me suis retrouvée sur un plateau de tournage. Et puis j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelait Chloé. Et puis, elle était très mince, elle était très jolie, voilà, comme toutes les comédiennes. Et ah oui, il y a des slides. Et ah, on n'a pas Internet. Bah, tant pis. On ne peut pas le faire. Okay. Eh bien, vous ne verrez pas ce petit film, tout simplement. Vous le verrez une autre fois. Voilà. C'est dommage. Oui, on fait un partage de connexion. Et j'ai... Et moi, j'accepte, il n'y a pas de souci. Acceptation. Première leçon, acceptation de ce qui est. Il est génial. Ok. Alors, donc, je rencontre cette jeune fille et elle est toute mince, elle est toute belle, tout va bien. Et puis, je la rencontre 6 mois plus tard sur la fête de fin de tournage où elle a pris 10-15 kilos. En tout cas, suffisamment pour que je me permette de lui demander ce qui s'était passé et pourquoi elle avait pris du poids. Et donc, elle m'explique qu'elle arrive en burn-out de maltraitance de son corps, qu'elle n'arrive plus à se maintenir dans une taille 36, qu'elle est fatiguée, qu'elle est épuisée, qu'elle n'en peut plus de faire des régimes, qu'elle a décidé d'arrêter de faire des régimes et d'accepter son corps tel qu'il est. Donc, elle a 22 ans à l'époque. Je la trouve assez mature pour son âge. Et je me dis, mais il y a quand même un problème dans cette société. Pourquoi les femmes n'arrivent pas à accueillir leur corps de femme? Je ne connais aucune femme autour de moi qui aime son corps naturellement, qui s'accueille naturellement et qui ne cherche pas à se maltraiter, à se faire maigrir, à enlever tout ce qui fait d'elle une femme, finalement. Donc je lui dis, tiens, c'est intéressant, moi ma mère est au régime, moi je suis au régime, ma sœur est au régime, toutes mes copines sont au régime. Pourquoi est-ce qu'on veut tout le temps se changer et se modifier? Non, elle ne veut pas, Priscille. Tu veux pas? Vous ne verrez donc pas ce film. Donc j'essaye de comprendre pourquoi les femmes, dans notre société occidentale, on n'arrive pas à accueillir notre corps de femme. Et donc je dis à Chloé, ok, génial, moi j'ai un sujet à faire. J'avais envie de travailler sur des choses positives, pas sur la guerre, pas sur des victimes, pas du tout ça qui m'intéressait. Et puis je suis particulièrement sensible à la cause féminine et à montrer les femmes actrices positives dans le monde. Puisque les femmes sont souvent les Madame 2 ou des victimes, ou jamais les héroïnes, ou jamais les actrices. Alors heureusement, ça change maintenant. Mais à l'époque, c'était il y a 15 ans, voilà, j'avais envie de montrer les femmes autrement. Et je lui dis, est-ce que ça te dit que je te suive un reportage pour essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à accueillir ce corps de femme? Et Chloé me dit, ok, banco, on y va. Et donc, elle m'a ouvert les portes de son intimité pendant à peu près 6-8 mois, où je l'ai suivie en reportage photo. Et puis, on a fait plein de choses, on a essayé de comprendre. Donc, on a commencé à comprendre que ce qu'on n'aimait pas dans notre corps, c'était nos spécificités de femmes,
nos formes, nos poils, notre cellulite, voilà. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est qu'un corps de femme, puisque ce qu'on nous montre n'est pas un corps de femme. Donc, on a été voir des peintures, des sculptures, on a été voir des sexologues, on a fait pas mal de stages, et on s'est dit, en fait, on est normal, en fait. On a un corps de femme. Ah, ok. Donc, c'est pas nous le problème. Le problème, c'est le modèle qu'on nous montre, le modèle qui nous est donné, qui nous demande, en fait, d'effacer tout ce qui fait de nous des femmes. Donc c'est quand même un peu schizophrène et incestuel comme modèle de société. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on a commencé à être mis dans notre corps, on a commencé à s'accepter en tant que femme, et puis j'ai commencé à la prendre en photo. Et puis quand je prenais des photos, je me suis aperçue que ça déclenchait des émotions. Tantôt, Chloé pouvait rire, pleurer, se mettre en colère, éclater de rire. Enfin, je me dis, tiens, c'est intéressant. Finalement, la photo, j'ai l'impression que c'est un puissant révélateur d'émotions. Et puis j'ai commencé à la photographier comme ça a duré 6 mois. Ça a donc créé le reportage Chloé prend le large, que vous pourrez voir sur mon site elodiesuarmonsner.com ou à l'entrée. Vous avez à l'entrée, j'ai mis quelques photos du reportage de Chloé. Et donc j'ai appelé Chloé prend le large. Et donc c'est le reportage qui m'a lancée et qui a changé ma vie. Je l'ai vendu partout dans le monde, dans toutes les rédactions. J'ai gagné tous les prix. Alors évidemment, dans ma classe qui faisait la guerre, qui était en Syrie, moi je passais vraiment pour une débile, un truc gna-gna, cucu. Mais pas tant que ça finalement, puisque je le vends encore. Et puis ça a été le lancement un peu de l'époque du body positif. Donc j'ai commencé à vendre mon reportage. Alors ça n'empêchait pas que Marie-Claire me mettait une page pour faire des régimes et des crèmes amagrissantes dans mon reportage. Je me suis même demandé s'il ne me l'avait pas acheté exprès pour ça. Mais en tout cas, on a commencé à avoir d'autres corps. On a commencé à avoir d'autres formes de corps de femmes. Et puis, les femmes, elles commençaient vraiment à en avoir ras-le-bol. Donc, il y a un truc à exploser comme ça. Et puis, j'ai fait un petit œuvre multimédia que vous verrez sur Vimeo, qui s'appelle aussi Chloé pour le large. Et vous verrez, c'est que de la photo, du son et du montage. Donc, on peut aussi faire des documentaires juste avec des photos et du son et du montage, voilà. Donc voilà, Chloé prend le large, ça m'a lancé. J'ai créé un collectif qui s'appelait Essentiel, où on travaillait sur les femmes actrices positives du monde, donc les féministes afghanes, les femmes victimes de viol au Rwanda. Voilà, on a commencé à montrer des femmes qui agissaient de façon positive, qui changeaient le monde, qui étaient actrices, et de les mettre en lumière dans des choses positives et valorisantes. Donc, Chloé et moi, on se sépare, hein, chacun reprend sa vie. Moi, je continue à être photojournaliste, Chloé continue à être comédienne. Et puis, Chloé perd à peu près 20 kilos en 1 an et demi. À chaque fois, je la vois, elle maigrit. Sans faire de régime particulier, sans rien faire. Enfin, sans rien faire. Après tout le reportage qu'on a fait. Et donc, je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle perde du poids? Et donc, quand on a fait ces photos avec Chloé, finalement, Chloé, elle a eu des émotions. Ça a révélé des émotions. Et donc, en révélant les émotions, elle a vécu ces émotions. Donc, elle a libéré ces émotions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Une émotion, c'est une information ressentie. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est un stimuli extérieur qui rentre en nous. Et une émotion, en fait, on ne peut pas l'empêcher de la vivre. C'est biologique, c'est comme un popcorn. Hop, émotion. Par contre, on peut ne pas la vivre. On peut la stocker et la vivre de façon différée ou ne jamais la vivre. Ça, en général, ça ne se passe pas bien. Ça a des conséquences. Alors, du coup, Chloé, en la photographiant, en fait, elle a révélé des émotions. Elle s'est autorisée à les vivre puisqu'on était dans l'intimité. Il n'y avait pas de regard extérieur. Et elle les a libérées. Je me suis dit, tiens, vivre ces émotions, ça ferait maigrir. C'est intéressant, ça. Donc du coup, Chloé a perdu à peu près 20 kilos en sortant de la restriction cognitive, en mangeant ce qu'elle veut, en n'étant plus dans la culpabilité et en acceptant son corps, mais surtout en ayant vécu ses émotions. On reprend nos vies, blablabla, mais c'est quand même une histoire assez extraordinaire quand même qu'on a vécue toutes les deux. Parce que déjà, on s'est posé beaucoup de questions, on a réparé un peu notre féminin, on a accepté notre corps. Moi, j'ai fait le travail aussi, mais un peu plus longtemps, parce que je n'étais pas le sujet principal. Je n'ai pas vécu les émotions, moi. Je les ai vues, donc je l'ai fait après. Et puis Chloé se dit quand même, c'est quand même incroyable comme histoire. Et si j'écrivais un livre?
Et donc, elle a écrit un livre qui s'appelle « Fuck les régimes », aux éditions Payot et Rivage, qui va sortir en 2016. Et donc, ce livre va un peu raconter l'histoire de Chloé, le parcours qu'elle a fait sur son identité féminine et le travail qu'on a fait toutes les deux. Et ce livre va cartonner, va exploser. Et je commence à recevoir des mails de femmes qui me disent « je veux que vous fassiez avec moi ce que vous avez fait avec Chloé ». Mais j'ai dit « ah bon, mais qu'est-ce que j'ai fait avec Chloé ?» Eh bien, vous avez fait de la photothérapie. Ah bon, c'est quoi ça? Et donc, du coup, je commençais à me dire, mais c'est quoi la photothérapie? En fait, sans le savoir, j'ai commencé mes premières séances de photothérapie avec Chloé, en la photographiant. C'est-à-dire que je fais bien la différence avec l'art-thérapie, qui va utiliser la photo pour faire quelque chose au patient ou au client, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. C'est-à-dire qu'on va faire de la photo au client pour qu'il puisse libérer des émotions. Mais moi, en fait, je prends en photo les gens, je les accompagne à se regarder, et en se regardant, ça va libérer de l'émotion. Donc ça, c'est un autre travail complètement différent. Et donc, en fait, j'ai été harcelée, mais vraiment, pendant 1 an, de femmes qui voulaient faire ce que je faisais avec Chloé. Et puis, ça n'arrêtait pas. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, faut peut-être aller voir ce que la vie me propose. Et puis, tant pis pour elle, hein, à leur risque et péril. Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas quoi faire. Alors quand même, en attendant, moi j'ai quand même toujours beaucoup travaillé sur moi, hein. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Donc je commençais à avoir pas mal d'outils que je trouvais qui marchaient, qui étaient pas mal, quand même avec moi. Et puis, il y en a une particulièrement qui m'a harcelée. Mais vraiment, elle s'appelait comme ma sœur en plus. Donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose à aller faire. Donc elle s'appelait Géraldine et elle habitait Marseille. Et elle m'a dit, je m'en fous, je prends un billet de train, je viens et vous me faites une séance. Ok. Donc elle est venue, elle a bien sonné à ma porte et je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Je tremblais comme ça et je me suis dit putain, il faut que je fasse un truc là, Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Bonjour, bienvenue, super. Et en fait ce jour-là, parce que j'ai pas eu le choix, parce que sous la pression, j'ai créé le portrait thérapeutique que je vais vous présenter tout à l'heure. Et c'est aujourd'hui un de mes outils phares, un outil très puissant de libération émotionnelle. Donc je suis devenue, malgré moi, photothérapeute. Ensuite, je me suis formée en psychopathologie, je me suis formée à beaucoup de choses. Et ensuite, je suis devenue thérapeute du corps et de l'image. Maintenant, je suis spécialisée en traumatologie. Et maintenant, j'ai des cas de patients beaucoup plus lourds qu'avant. Je travaille particulièrement sur les violences faites aux femmes. Et notamment les agressions sexuelles. Puisque ma porte d'entrée, c'est le corps. Et la prise de poids ou la perte de poids est une des premières causes de la mémoire traumatique pour se désexuer, soit se déformer, soit ne plus avoir de forme. Donc, avec le travail que j'ai fait avec Chloé, j'ai compris que le corps de la femme était un objet sociétal. Il y avait un enjeu sur le corps de la femme. On y projetait des choses. La femme idéale, celle qui doit être choisie par le prince charmant et lui faire plein d'enfants et le rendre tout plein heureux, notre rôle en fait, qu'on nous apprend, elle doit être belle. Elle doit être belle. Mais belle, ça tombe bien en fait, c'est exactement comme on est. Ah bah non, c'est pas du tout comme on est en fait, au naturel. Belle, il va falloir qu'on se change beaucoup. Et en tout cas, c'est surtout être mince. Voilà, la femme idéale est mince. L'objet de désir est mince. Mince, c'est bien, gros, c'est mal. Et il va y avoir des projections qu'on va faire sur la minceur. La minceur va représenter la beauté, le pouvoir, la sexualité, la désirabilité, la jeunesse, la bonne santé. Bon, évidemment, ce n'est pas vrai, ce sont des inconscients collectifs. Et puis la grosseur va représenter ne pas être désirable, être mou, être malade, être feignant. En tout cas, va sortir du marché de la désirabilité. Donc il y a plein de femmes, à plein de moments de leur vie, qui vont ressentir trop de pression, trop de poids à être cette femme idéale. Et qui vont préférer justement prendre du poids ou perdre du poids pour ne plus incarner cette femme idéale. Parce que c'est trop lourd, parce que par exemple si vous avez vécu des violences sexuelles, eh bien être désirable vous ferait reprendre le risque de vous faire réagresser. Et donc beaucoup de femmes préfèrent être en surpoids pour sortir du marché de la désirabilité et ne plus prendre le risque d'être regardées ou réagressées.
et vice-versa avec la maigreur. Et pour ça, il n'y a rien que mieux que les troubles du comportement alimentaire pour moduler son corps et anesthésier ses émotions. Donc voilà sur quoi je travaille essentiellement, le corps et l'image et les émotions. Mon outil de travail à moi, ce sont les émotions. Alors, les 5 émotions primaires, ça va être la tristesse, la colère, le dégoût, la joie et la peur. Ça, il y en a qui rajoutent la surprise, ça fait 6. En réalité, il n'y en a que 2, la peur et l'amour. Tout le reste découle de ces 2 émotions. Donc moi, en tant que photothérapeute, je vais principalement utiliser les émotions qui va être ma matière de travail. Moi, mon travail avec la photo, ça va être de révéler les émotions, autoriser le client à les vivre et les libérer. Et pour ça, la photo, c'est un magnifique support de libération émotionnelle. Alors, je vais vous donner ma définition de la photothérapie, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Alors, pour moi, en tout cas, la méthode que j'ai créée, la photothérapie est une méthode thérapeutique qui a pour but de réparer l'estime de soi, de se réconcilier avec son image et de se reconnecter à son corps et de s'accepter tel que l'on est à travers le support de la photographie. C'est un travail émotionnel qui permet de se mettre à nu sans devoir s'expliquer verbalement et passer par les résistances du mental. La photographie est un outil puissant qui permet de se confronter au réel, de se faire face. Moi, j'ai appelé ma conférence « Se voir pour se croire ». C'est un certificat d'authenticité, un support couvert d'émotions. Elle nous affecte. C'est ce processus d'affectation de la réalité au travers des images qui est central en photothérapie. C'est parce que la photo que vous allez voir va vous toucher, va vous affecter, va vous faire ressurgir des émotions, que la photothérapie fonctionne. C'est par l'affectation de la photo. La photo, c'est une pellicule couverte des émotions. Quand vous vous regardez en photo, la plupart des gens ils font « Ah, je suis trop moche, je m'aime pas, je suis pas photogénique ». Mais en fait, c'est parce qu'inconsciemment, vous captez vos émotions sur une photo. Ce n'est pas le physique que vous n'aimez pas. C'est les émotions que vous y voyez et que vous ne voulez pas voir. Le déni dans lequel vous êtes de vos propres émotions. Votre gentille fuite d'aller voir ce qui se passe. La photo, vous pouvez pas dire que c'est pas vrai en fait. C'est là. Donc en fait, ça vous confronte, ça vous fait face. Vous le prenez en pleine face en fait. C'est vraiment un outil extrêmement confrontant. Moi, les gens qui viennent faire de la photothérapie avec moi, je peux vous assurer que c'est des gens qui sont prêts à guérir. Parce que venir se regarder, venir se faire face, ça demande beaucoup de courage. Et surtout, ça demande d'être prêt, en fait. Il n'y a pas de gens qui viennent et qui se sont trompés de chemin, en fait. Ils sont prêts. Ils sont prêts à y aller. Parce qu'on me dit souvent, mais vous n'avez pas des gens qui ne veulent pas, qui vous mentent. Je dis, déjà, ils payent, donc c'est pas trop dans leur intérêt. Ils ont fait beaucoup de chemin, et puis ça demande beaucoup de courage de venir se regarder. On va voir beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de voir. C'est très confrontant. Surtout, moi, ce que je fais, c'est vraiment accepter ce qui est. Il n'y a pas de mise en beauté, il n'y a pas de mise en lumière. C'est vraiment, on va prendre une photo à un instant T et on va regarder ce qui est. Voilà, sans aucune mise en scène ni mise en beauté. Et ce qui est aussi très bien de le faire pour plein d'autres façons de travail. Alors, elle permet de se regarder autrement, sans filtre, en laissant émerger les émotions afin de les identifier, de les accepter, de s'en libérer et de se réapproprier son corps et son image, afin de s'accueillir tel que l'on est et de s'aimer progressivement, sans condition. Pour moi, la photothérapie, c'est une méthode de libération émotionnelle afin d'accepter pleinement sa part d'ombre et sa part de lumière. Ce qui veut dire, pour moi, s'aimer. Voilà. Alors, il y a plein d'autres définitions de la photothérapie. Ma méthode n'est pas mieux qu'une autre. Je ne vous prône pas la vérité. Moi, je pars du principe que chaque patient a son thérapeute. Chaque méthode a ses patients. Moi, c'est une méthode de confrontation qui ne convient pas à tout le monde et qui convient aussi à beaucoup de gens, mais on y va. C'est-à-dire qu'on n'y va pas par quatre chemins, on va là où ça se passe. Et la photo le permet. La photo, en fait, c'est un outil de vérité. C'est un témoignage du réel qui permet d'aller voir ce qui est à ce moment T. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait le jour où la première patiente, Géraldine, est venue chez moi ?
J'avais mon appareil photo qui est là, et je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Donc en fait, je l'ai pris en photo, j'ai fait un portrait. J'ai fait un portrait un peu spécifique. J'ai fait un portrait de face, très serré, en lumière naturelle, face à une fenêtre. Et je lui ai dit, bon, vous faites ce que vous voulez. Voilà. J'ai essayé d'influencer le moins possible la photo. C'est-à-dire aucune mise en scène de photo. Mais en même temps, en étant une femme, j'influence déjà quelque chose. Mais je ne peux pas faire moins. Je ne vais pas mettre une cagoule. Donc, le fait d'être une femme influence. Mais c'est le minimum que je peux faire. Et ensuite, je me suis dit, je vais mettre mon appareil photo face à son regard. Voilà, pour pas qu'il y ait de contre-plongée ou qu'il n'y ait pas du tout de mise en scène photographique. Je lui ai demandé de se démaquiller, d'être la plus naturelle possible. D'enlever ses lunettes, puisque quand on a des lunettes, on a l'appareil sur les carreaux. Ça obstrue les yeux. Les yeux, c'est quand même le miroir de l'âme. C'est quand même là où ça se passe, dans le regard. Alors évidemment, le visage, il y a plein de gens qui font de la morphologie, les blessures et tout ça. Mais vous allez voir que même un visage va pouvoir exprimer des émotions, va pouvoir exprimer plein de choses. Alors j'ai créé donc le portrait thérapeutique. Donc je vous ai expliqué comment je le faisais. Je le fais en lumière naturelle, face à une fenêtre, plein face. La personne fait ce qu'elle veut. Je la préviens toujours à l'avance. Et ensuite, je vais l'accompagner à se regarder. C'est elle qui va faire le job. Alors, je précipite tout de suite pour les détraqueurs qui arrivent. Ce n'est pas un outil scientifique. Vous n'aurez pas de preuves. Et la vérité n'existe pas. Comme ça, c'est clair. On est bien. Je ne prétends rien. Je ne cherche pas la vérité. C'est un support à la parole. C'est un support à la communication. Il y a autant de portraits thérapeutiques que de photothérapeutes ou que de clients. Chaque personne va regarder une photo par le prisme de ses blessures, par le prisme de sa personnalité. Nous ne sommes pas neutres. D'accord ? Donc, on ne cherche pas la vérité. Ça n'a aucun intérêt. On cherche à donner au client un support pour lui permettre de libérer des émotions. Donc, je commence toujours un portrait thérapeutique par laisser le patient, le client, comme vous l'appelez, parler. Je vais toujours utiliser la matière de travail que lui va m'apporter. Et ensuite, je vais l'éclairer par mon regard, par mon ressenti et par mon accompagnement. S'il vient me voir moi, c'est qu'il a besoin que moi, Élodie, je lui donne mon regard. S'il vient voir Sarah, ça sera Sarah qui va lui donner son regard. Et Sarah et moi, on fera 2 portraits thérapeutiques différents. Mais il n'y aura pas un qui sera mieux, en fait. Il y aura juste un qui sera accompagné par le patient. Et c'est le patient-client qui donnera la matière de travail. OK ? C'est très important pour moi que ça soit clair. Il n'y a pas de vérité. On ne cherche pas la vérité. Donc, le client, il sait exactement ce qu'il vient travailler. Son inconscient, il sait ce qui va venir lui faire travailler. Donc, en fait, quand le client va se regarder, en fait, ça va déclencher en lui des émotions. Il va voir des émotions. Alors, pourquoi je le fais en photo ? Parce que quand on se regarde, on a des mimiques. On bouge, on a un portrait. Moi, par exemple, quand je me regarde dans la glace, je fais ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une bouche en canard. Donc, en fait, je ne me vois jamais comme je suis, réellement. Ou alors, on va regarder un profil, un autre. Bref, la photo, en fait, elle va permettre de figer les émotions. Ça va permettre de les voir. Et c'est pour ça que je le fais en photo. Ça fige un état émotionnel. Et ça va montrer plein de choses. Ça va montrer la tristesse, la colère. À mon sens et à ma connaissance, c'est le seul outil qui montre la dissociation dans le regard. Donc, qu'est-ce que c'est que la dissociation ? La dissociation, c'est quand vous avez vécu un trauma ou une violence trop forte ou quelque chose qui était trop fort à vivre. En fait, vous avez disjoncté, comme un circuit électrique qui disjoncte pour ne pas mourir. Votre amygdale, elle disjoncte. Et donc, du coup, vous coupez votre système émotionnel de votre corps et de votre mental. Donc, vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus présent. Et en fait, vous allez voir que ça se voit dans le regard. Je peux voir sur un portrait thérapeutique si quelqu'un est dissocié ou pas. Donc, c'est très pratique parce que ça va me donner beaucoup d'informations pour accompagner cette personne. Et puis, on va voir plein d'autres choses parce qu'il y a de l'émotionnel, mais il y a aussi de l'énergétique. Vous allez voir que tout ça, c'est très puissant. Alors, évidemment, quand je fais mes formations, au début, c'est difficile de le voir. Parce qu'on n'est pas habitué, c'est un outil qu'on découvre. Et puis surtout,
Si vous-même, vous n'avez pas l'habitude de ressentir vos émotions, vous ne pourrez pas voir celles des autres. Un portrait thérapeutique, ça ne se passe pas dans le mental, ça se passe dans l'émotionnel. Moi, je dis tout le temps, connectez-vous à votre cœur, à votre ressenti. Et on s'en fiche si c'est juste ou c'est pas juste. On ne cherche pas la vérité. C'est le client qui va vous amener le sujet dont il a envie de parler. Et peut-être que ça n'aura rien à voir avec le portrait. Et on s'en fiche. C'est pas ça le but. Le but, c'est que le client, il se soulage, il se libère et il puisse exprimer des choses. Tout ce qui est tue. Les fantômes, tout ce qui traîne et qui n'est pas exprimé, finit par se décomposer dans le corps, finit par pourrir à l'intérieur de nous et créer peut-être des dépressions, des burn-out, peut-être même des maladies. Donc, là, pour moi, en tout cas, guérir, c'est quoi ? C'est libérer l'émotionnel, c'est dire, c'est exprimer. J'aime bien dire que la thérapie, c'est dire l'indicible. Et souvent, l'indicible est très, très dissible pour les autres. Mais pour soi, on est les premières personnes qui se jugent. Et parfois, j'ai des gens qui mettent 6 mois à me dire quelque chose. Et moi, dans ma tête, je me dis, ouais, bon, c'était pas foufou. Mais pourtant, nous, on va se faire des montagnes, on va se juger. On est dans une société qui ne nous apprend pas à accueillir notre part d'ombre. On veut que être des bonnes personnes, on veut que être dans la lumière, mais malheureusement, ça n'existe pas. On est aussi des bonnes et des mauvaises personnes. Donc, le travail de la thérapie, la différence entre la thérapie et le coaching, la thérapie, c'est qu'on va regarder le passé, et le coaching, on va regarder le futur. Et la thérapie, c'est d'aller libérer les émotions qu'on a coincées dans le passé. Alors, la plupart de vos blessures, elles datent de votre enfance. C'est très rare qu'il y ait des traumas à l'âge adulte. Donc, vos peurs, vos blessures, elles vont se figer à l'âge où vous les avez eues. Et puis ensuite, comme vous n'avez jamais voulu revivre cette peur, cette colère, cette blessure, vous avez mis en place des stratégies d'évitement, des stratégies de fuite pour ne jamais avoir à le revivre. Donc en fait, vous n'avez jamais réinformé votre cerveau que c'était fini, que c'était obsolète. Vous n'avez jamais fait de reset en fait. Donc votre cerveau, en fait, il y a plein de peurs dans lesquelles il pense que vous avez 3, 4, 5 ans. Vous avez l'âge émotionnel de la peur à l'âge où vous l'avez eu. Donc la photo, ça va permettre d'aller refaire sortir ces émotions pour les vivre dans l'état de 3 ans, de 5 ans, de 6 ans. On régresse, ce qu'on appelle faire une régression, pour pouvoir le libérer et réinformer votre cerveau qu'aujourd'hui, à 30 ans, si maman n'est pas là, vous n'allez pas mourir pour la dépendance affective. Si à 30 ans, je me sépare, c'est bon, je vais m'en sortir. Mais si vous ne le vivez pas, si vous ne faites pas l'expérience d'être tout seul et de vous en sortir à 30 ans, vous n'allez pas faire le reset dans votre cerveau. Alors, je vais vous montrer le fameux premier portrait thérapeutique qui m'a harcelé, qui a sonné chez moi, qui s'appelle Géraldine. Alors, je tiens à vous dire, je vais vous montrer quelques portraits thérapeutiques et puis je vais commencer à vous faire un peu bosser. Je n'ai pas choisi ces portraits, c'est-à-dire que ce sont des portraits, ce sont les gens qui m'ont donné l'autorisation de les utiliser dans cette conférence. Mais ce n'est pas forcément des portraits que moi j'aurais choisis, parce que parfois ils sont très durs, compliqués, et voilà. Donc, si vous ne voyez pas les choses, commencez pas à paniquer, à vous énerver, à dire c'est nul, je comprends rien, je ressens rien. C'est normal. Moi, c'est un outil que j'ai créé et c'est un outil que je maîtrise depuis beaucoup d'années. Donc, juste, je vous propose de faire une expérience avec moi. C'est de laisser de côté votre mental. Je sais que ça va être dur. Et juste de vous connecter à votre cœur. Voilà, juste ressentir les choses. Donc, je vais vous montrer ce premier portrait thérapeutique et je vais vous demander de me dire qu'est-ce que vous allez ressentir, qu'est-ce que vous voyez sur ce portrait. Alors, vous allez évidemment pas voir des gens qui vont bien. C'est des gens qui vont pas bien, puisque c'est des gens qui viennent me voir pour se libérer. Donc, c'est pas des portraits thérapeutiques de gens super souriants, qui éclatent de rire et qui vont très bien. Ça, on les a en fin de travail, je vous en montrerai aussi. Alors, je vais aussi travailler sur les archétypes masculins et féminins. Ouais, je regarde l'heure, c'est bon, je suis nickel chrome, 10h20. Puisque tu m'as donné 1 heure, Priscilla, je te rappelle. Alors, je travaille sur les archétypes, c'est-à-dire que je vais séparer le visage en 2. On a un côté féminin, qui est en Occident le côté gauche, et un côté masculin, qui est le côté droit. Je ne vous explique pas pourquoi en Occident et en Orient, ce n'est pas la même chose, c'est trop compliqué. Mais en gros, c'est ce qu'on appelle le yin, le yang. Et dans une convention collective, en Occident,
À gauche, c'est féminin, à droite, c'est masculin. Donc le féminin, c'est un couple symbolique qu'on a à l'intérieur de nous, qui va nous permettre d'être optimal dans la vie. Le féminin, c'est ce qui va être la réceptivité. Je vais recevoir. C'est tout ce qui va être de l'intériorité. Donc c'est les idées, par exemple, les émotions, l'intériorité. C'est pour ça qu'il y a plus de femmes, en général, dans le développement personnel, parce que c'est quelque chose qui est plus facile dans un premier abord pour les femmes, mais ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas pour les hommes. Et le masculin, ça va être l'inverse, ça va être tout ce qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va être l'action, l'agir. Hein. Ça va être le pouvoir, la conquête, la force, le travail, l'action. Donc pour vous illustrer le masculin et le féminin, tiens, j'ai envie de faire de la peinture, c'est féminin. Tiens, je vais acheter de la peinture et je fais de la peinture, c'est masculin. Donc le couple masculin-féminin nous permet de pouvoir, dans la matière, faire des choses, avoir des idées et les mettre en pratique. Voilà. Donc dans le portrait thérapeutique, le féminin, ça va être soit la réceptivité, la mère, la petite fille, la femme, voilà, tout ce qui va avoir un trait au féminin. Et le masculin, ça va être l'action, le père, le petit garçon, le mari, enfin voilà, tout ce qui va avoir un trait au masculin. Donc dans un premier temps, je commence par quelque chose de général, et ensuite je vais passer à découper le visage pour aller travailler comme dans un entonnoir, de façon plus précise, plus détaillée, un peu plus comme de la dentelle, pour aller voir les émotions. Alors, vous êtes prêts? Wouh! Vous êtes chaud, là! C'est pas drôle du tout, c'est qu'il y a des trucs hyper durs. Ça va un petit peu envoyer du lourd, donc je vous chauffe un peu. Alors, c'est parti. Donc, voici mon portrait historique de ma première patiente de Géraldine. Alors, quand vous vous connectez à votre émotionnel, quelles sont les premières émotions que vous voyez? Tristesse, ouais, beaucoup de tristesse. Quoi d'autre? Hein? Dégoût. Alors, les gens qui ont fait ma formation le connaissent. Mais ils sont devenus très très forts maintenant. Dégoût, exactement. Donc on peut dire tristesse, dégoût. Alors vous voyez, pour un client, c'est assez dur de se voir quand même comme ça. C'est pour ça qu'il faut créer un lien thérapeutique et que je ne fais jamais de photos la première séance. Jamais. Parce que ça serait beaucoup trop violent. Il faut qu'on crée un lien, il faut que la personne elle puisse s'accueillir, se recevoir. Sinon, ça serait beaucoup trop violent. Et d'ailleurs, vous verrez après que ce premier portrait a failli virer à la catastrophe. Ok, donc on a du dégoût, de la tristesse. Super. On a plein d'autres choses, mais on va aller en entonnoir. Donc je vais vous passer les archétypes. Et là, je vous demande vraiment de vous connecter à votre émotionnel. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Vous êtes pareil, hein? On a tous deux côtés, deux visages. Donc là, on a quelque chose de général qui va nous donner une émotion générale. Et puis, si on va aller en entonnoir, alors sur une photo, c'est inversé. Le féminin est à droite et le masculin est à gauche, puisque c'est un miroir, c'est un négatif, évidemment. Je ne vous l'apprends pas. Mais bon. Alors, donc là, on a le côté droit qui est son masculin. Et là, on a son féminin. Alors, du coup, on va pouvoir aller un petit peu plus dans la dentelle. Et on va pouvoir voir un petit peu plus de choses. Alors, le masculin. Justement, elle est où la tristesse? Je vous montre les deux. Non, la bouche, ça va être le dégoût. Ouais, mais elle est à droite ou à gauche? Voilà. La tristesse, elle est dans le côté droit. Elle est dans le masculin. Donc là, dans ce masculin, on va avoir du dégoût dans la bouche. Vous voyez bien que la bouche, c'est pas du tout la même de l'autre côté. On ne vient pas du tout exprimer la même chose. Donc dans ce côté gauche, on va pouvoir voir la tristesse, le dégoût. Regardez la mâchoire. Pas du tout la même de l'autre côté. On a une mâchoire fermée, crispée, qui est prête à... donc qui est sur la défensive. L'oreille, on a une oreille dégagée à droite. Un peu comme si... Alors après, on va faire des interprétations, nous les thérapeutes, on est aussi là pour ça. La plupart de mes élèves, ils me disent « Ah bah oui, mais c'est de l'interprétation ». Ah bah oui, mais la personne, elle est venue là pour ça. Elle est venue pour que vous interprétiez des choses. Sinon, elle n'a pas besoin de vous. Donc, j'écoute, je suis un peu aux aguets quand même, je suis un peu alerte. Là,
La mèche, elle est de l'autre côté. Hein, la mèche, souvent, ça donne de la puissance, de la force. Hein. Donc on a une mèche plutôt sur le côté féminin. Et puis, c'est beaucoup plus intense du côté gauche que du côté droit. Vous avez vu? Beaucoup plus fort. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le côté droit? Qu'est-ce qui fait quand... Alors, beaucoup de stagiaires me disent « Ah, ben elle est en paix, elle va bien. » Pas du tout. Hein. Vous ne confondez pas. Hein? Non, elle est combative à droite, regarde. Là, elle est combative. Tu vois, elle est en train de... Elle a la mâchoire fermée. Alors, elle est plutôt en retrait. Regarde l'énergétique. Elle est dissociée. Regarde, on a envie de faire... Il n'y a plus rien, elle n'est plus là, en fait. Donc, vous avez vu, on peut être dissocié d'un... Ouais, exactement, dans l'œil. Vous voyez, dans l'œil, on a envie de lui faire... Ouh, reviens, tu vois? Alors, exactement. C'est pour ça que ne confondez pas ne pas avoir d'émotion et être en paix. Ne pas avoir d'émotion, c'est être dissocié. En fait, elle n'a pas d'émotion. C'est pour ça que c'est lisse. Et regardez le masculin. Alors lui, il est présent. Il n'est pas dissocié, le masculin. Vous avez vu, il y a une espèce de petite flamme dans son regard. Elle est très présente. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on... Oui? À quoi? J'aime bien dire à mes élèves, OK, et alors? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, génial, donc on pourrait lui dire, hein, est-ce que tu penses que tu aurais une résistance à ton féminin? Super. Alors ça, je ne sais pas, hein, il n'y a que le client qui peut me le dire. En tout cas, le côté droit, on va avoir une dissociation. Et là, on a quoi comme émotion la plus forte? De la peur. Elle a peur. Bravo, Sarah. Son œil, il a peur. C'est pas parce qu'on est dissocié qu'il n'y a pas d'émotion. On est dissocié, ça veut dire que je ne ressens pas les émotions, mais elles sont là. D'accord? Pas la même chose. On me dit, bah oui, mais si elle est dissociée, il y a pas... Non, il y a des émotions, mais elle est partie pour ne pas les ressentir. D'accord? Donc là, on a de la peur. Vous avez vu la bouche comme elle est fermée? On pourrait se demander qu'est-ce qu'elle ne peut pas dire, qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce qui ne sort pas. Et puis on a cette mèche quand même, hein, qui donne de la force, qui donne de la puissance sur le féminin. Et puis le féminin, il est en retrait, hein, par rapport au masculin. Le masculin, il est très présent, et le féminin, vous voyez l'énergie, il est en retrait. Alors déjà, ça va nous donner plein d'infos. Hein. On peut se dire que s'il a été dissocié, c'est qu'elle a vécu quelque chose de trop violent dans son féminin, c'est-à-dire dans le recevoir, dans sa féminité. Donc elle est partie, ciao, bye bye. La bouche est fermée, qu'est-ce qu'elle ne peut pas exprimer? Et puis elle se donne de la force dans son féminin avec sa mèche qui lui donne sa puissance. Et puis on a un masculin qui est en train de protéger, qui surveille. Hein, on écoute, on regarde, on a les mâchoires fermées, mais en même temps le masculin il exprime du dégoût aussi. Hein. Le masculin c'est l'agir, c'est le faire. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle ait du dégoût, pour qu'elle soit dans cette colère, dans cette tristesse, tristesse, et qu'elle soit au taquet et avoir un féminin dissocié et en retrait. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin, hein, dans le portrait, mais je vais leur passe et je vais vous en montrer d'autres. Ok? Donc Géraldine, elle a bien voulu témoigner dans un article, l'Express. Je vais y arriver. Donc Géraldine, 32 ans, fait partie de ces personnes bien portantes pour qui ça a dérapé jusqu'à devenir une immense souffrance. J'avais du mal avec ma tête, mon corps, mon histoire familiale, se souvient-elle. J'ai grandi vite, j'ai été durant très longtemps maigre. Puis je me suis mise à grossir suite à un problème de thyroïde. C'est difficile à gérer, ça s'est cristallisé. La représentation de mon visage était difficile. Les photos, le miroir, une horreur. Quand elle s'est vue sous l'objectif d'Élodie, elle aperçut une immense tristesse. Soudain, on est face à la réalité. On ne peut pas tourner autour du pot, passer à autre chose. On est obligé de le voir en face. On la prend dans les tripes, ça glisse dans le ventre, résume-t-elle. Vous voyez, c'est ça dont je vous parle. La prise de conscience, elle est vécue dans le corps. Quand elle a vu sa tristesse, elle ne pouvait pas dire « Non, c'est pas vrai, je suis pas triste ». Elle ne peut pas être dans le déni, elle ne peut pas le fuir. Donc elle l'a pris de plein fouet. Donc ça l'oblige à se dire « Ok, mais pourquoi je suis triste? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est à ma mère? Est-ce que c'est du transgénérationnel ?» Et ça, c'est le client qui va l'apporter. C'est le client qui va amener la matière de travail pour pouvoir... Voilà, donc comment je fais?
Ben, je vais dire à Géraldine, voilà, je vais vous mettre devant votre portrait thérapeutique pendant quelques secondes, et puis vous allez prendre le temps de me dire ce que vous ressentez. L'esthétisme ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous ressentez? Et puis, le client va commencer en disant, bon, en général, il y a quand même beaucoup de larmes, hein, il y a beaucoup d'émotions qui sortent. Et puis, ouais, je ressens de la tristesse. OK, alors, qu'est-ce que c'est que cette tristesse? Qu'est-ce qu'elle vient vous raconter? Évidemment, je parle toujours au conditionnel. Et là, c'est le client qui va faire son travail tout seul. Moi, je vais juste être un support. Et puis, je vais alimenter par ce que je vois, par ce que je ressens, par ce que j'estime lui apporter ou pas. Hein, donc, c'est le patient qui va faire le job, c'est pas moi. Alors ensuite, je vais vous en montrer d'autres. J'en ai mis plein, donc on ne va pas pouvoir tous les faire. Je vais vous montrer... je vais vous montrer cette personne. Donc là, je vous en ai mis 2, parce que c'est aussi un témoignage du réel, une photo. Ça vous montre là où vous en êtes. Donc j'ai un premier portrait thérapeutique et un portrait thérapeutique en cours de travail. On va en regarder un. On ne va pas tous les faire. Alors, je vais vous faire un petit peu bosser. Ah, ok. Donc, ce n'est pas le même que j'avais donné. Ce n'est pas grave. Et bien, on va le faire comme ça. Donc là, à votre avis, quel est le premier portrait thérapeutique? Pourquoi? Ouais. Elle est complètement dissociée. Regardez son regard, elle est en sidération. Vous savez, comme les phares d'un lapin, comme ça. Hein, elle n'est pas là. On a envie de lui faire ça. Hein, elle est en sidération, elle est crispée, elle est tendue. Il y a beaucoup de peur dans son regard. Hein. Et le deuxième, là, qu'est-ce qu'on peut constater? Elle est revenue dans son corps. Hein? Elle est ancrée, elle est revenue, elle est présente, elle n'est plus dissociée. Ça a l'air dur. Hein, on sent qu'elle souffre, quand même. Alors, dans ce deuxième portrait thérapeutique, on peut dire qu'on a une espèce de paix retrouvée, de confiance, de fierté. Il y a quelque chose de très fier dans ce portrait, hein, comme si elle avait compris quelque chose, elle avait accepté quelque chose. Hein, mais on sent que le travail est en cours. On sent que ça fait mal. Oui? Il reste combien? 10 minutes. OK. Donc vous voyez, c'est vraiment très intéressant de voir pour le patient où il en est. Ça veut dire que le travail il fonctionne, ça marche ce qu'on est en train de faire. Ça lui permet de y arriver. Hein, alors je vais vous montrer ce qu'il me reste 10 minutes. Voilà, ça c'est 4 portraits thérapeutiques sur 1 an. Et c'est dans l'ordre. 1, 2, 3, 4. 1 avec les cheveux rouges, 2 avec le pull rouge, 3 avec le pull bleu et 4 avec le petit pull avec les points. Donc vous voyez, au début, on a quelqu'un qui est complètement absente, complètement dissociée. Elle n'est pas du tout là. Ensuite, deuxième portrait thérapeutique, elle est revenue, mais ça fait mal. C'est dur. Elle souffre, hein, elle est en plein travail. On sent que vraiment, ça fait mal de ressentir quand on a été dissocié. Il faut accepter de reprendre les émotions. Troisième portrait, pull bleu, on sent que la paix commence à arriver, hein, ça commence à être plus doux. Et puis dernier portrait, on a une femme qui émerge. Hein. J'ai l'impression qu'au début, le premier, on a plutôt une ado qui est restée justement figée dans son trauma. Et le dernier portrait, ça nous montre une femme qui est revenue. Et puis je vais vous en montrer un dernier, qui est voilà, celui-là. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme émotion? C'est plutôt des gens comme ça que vous aurez en photothérapie, des gens qui ne vont pas bien. Qui a dit de la colère? Colère, tristesse, une grande fermeture. Il y a un truc encore plus fort. Peur, il y a de la peur, mais il y a un mouvement d'aller vers nous. Alors la haine, c'est de l'interprétation, là, pour le coup. Elle vient nous chercher pour nous demander quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans son regard? Appel à l'aide. Bravo, mes élèves. Bravo, Marie. Tu as bien appris. Il y a un appel à l'aide. Regardez dans son regard. Elle vous appelle à l'aide. Alors, on va regarder... Précis, ça ne marche plus. Ah, oui. Voilà. Donc là, on a le côté droit et là, le côté gauche. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Ça ne vient pas du tout raconter la même chose. Alors, le côté féminin.
On a quoi comme émotion? Tristesse. Abattement. Il y a de la colère. Je suis obligée d'aller un peu plus vite. Elle demande des comptes. Elle vous demande des comptes. Elle demande des comptes. Alors évidemment, ce n'est pas à vous qu'elle s'adresse. Hein. C'est à la personne qui lui a fait du mal. C'est inconscient. Elle est dans son enfant intérieur. Là, on a sa blessure. Là, on a son enfant blessé. On a la petite fille qui est blessée et qui demande des comptes. Hein, vous avez vu comme c'est dur, c'est fermé. La dureté, c'est quoi? La dureté, c'est quand on a trop souffert. On ferme tout. Voilà, c'est terminé. Je me ferai plus avoir. Plus jamais. Je ferme. Hein, je baisse le rideau. Donc, dans ce côté féminin, on a la dissociation. Elle n'est pas dissociée dans le masculin. Hein, la dissociation, elle est dans le féminin. Souvent, dans notre société actuelle, les femmes sont dissociées dans le féminin et ont un masculin surdéveloppé pour se protéger. Hein, nous, l'idée, c'est de remettre le féminin et le masculin en équilibre. C'est-à-dire que les femmes puissent recevoir et arrêter de combattre. Hein, faute de combattants, la guerre s'arrête, mais on n'en a pas toujours conscience. Donc là, elle a pris conscience. Hein. Donc il y a de la détermination, hein, et il y a vraiment une intensité très forte. Hein. Et dans le côté droit, vous voyez, c'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup moins intense. Hein. Donc là, elle est en retrait. Hein. Le masculin est en retrait. On a de la tristesse, de la fatigue. Elle subit. Elle serre les dents. Regardez sa mâchoire. C'est pas du tout la même. Elle tient bon. Dans son masculin, elle tient bon. Elle serre les dents. Hein. Elle attend que ça passe. Alors que dans son féminin, elle demande des comptes. Vous voyez la différence énergétique dans laquelle elle est positionnée? C'est pas du tout la même. Hein. Vous le voyez ou pas? Ouais. Bon, c'est les gens qui ont fait mes formations qui me disent oui. Ok. Alors, moi j'ai envie de vous proposer, parce qu'il n'y a quand même rien de mieux que de le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un portrait thérapeutique? Léger, hein, on ne va pas aller dans les gros traumas. Ouais, Magali? Ok. Maud, pardon. Maud, tu veux faire un portrait thérapeutique? Ok. C'est pas grave. Donc Maud, tu sais à quoi tu t'engages? Alors je n'ai jamais fait de portrait thérapeutique avec Maud, je tiens à vous le dire. Tu mets tes limites, tu vas où tu veux, et on voit ce qui se passe. On a 5-10 minutes, donc il va te mettre un micro. Hein? Et puis vous allez travailler avec moi. On va faire travailler Maud. Et donc vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Attends. Et par contre, on va enlever tes lunettes. Hein? Ok. Non. Tu tombes tout de suite. Comme ça, on va avoir un beau portrait thérapeutique. Ok, génial, merci. Ouais, alors viens ici. Alors, on va se mettre devant la fenêtre. Tiens, tu peux me tenir le micro facial le temps que je fasse le portrait? Alors. Donc, je vais faire un portrait thérapeutique. Tu fais absolument ce que tu veux. D'accord? Je vais d'abord faire des réglages techniques et ensuite, à 3, je vais le faire. D'accord? Donc, tu peux te détendre, évidemment. Donc, je vais faire la mise au point sur ton regard. Hein? Donc, ouais, je reprends ma voix et toi tes yeux. Et donc tu vas pouvoir te mettre là. Et puis je vais, quand on aura réglé la technique, te placer devant ton portrait thérapeutique. D'accord? Tu vas pouvoir prendre quelques instants, quelques minutes, déjà pour le regarder, pour que moi aussi je puisse le regarder. Et ensuite, quand tu seras prête, je t'invite à exprimer ce que tu ressens, ce que tu vois, et voir ce qui se passe. Et puis moi, je t'accompagnerai avec ce que je vais également voir. Tu as des mouchoirs, qui est mon sponsor officiel dans mon cabinet. Alors, c'est tout en bas. C'est les derniers, c'est la dernière. Alors, attends. Est-ce que tu peux me la mettre en... Voilà, en liste. Voilà. Voilà. Soit c'est là. Voilà. T'en prends la première si tu veux bien, sans me commander. Je veux bien.
Donc, je vous demande vraiment de nous aider, de l'accompagner. C'est vraiment très courageux ce qu'elle fait. C'est devant du monde. Ça n'a jamais été fait. C'est la première fois qu'on va le faire. Donc, vraiment, je vous demande de l'accompagner par votre bienveillance et votre non-jugement et votre accompagnement. Ouais. Mais j'attends, Priscilla, j'attends. Oui, mais ça, on le sait. C'est accepté aussi, déjà. Oui, parce qu'il fallait que Priscilla trouve un cache pour faire féminin-masculin. C'était compliqué. On s'est demandé comment on allait faire, en fait, pendant longtemps. Alors, ne t'inquiète pas, Maude, tu vas être plein écran. Ne regarde pas, parce que ça peut être un petit peu violent. Alors, on va amener l'ordinateur, et puis quand tu es prête, Maude, on va t'inviter à le regarder. Il faut le brancher ou pas? Le temps que quoi? Ah, moi, je ne sais pas où ça se branche. Ok. Alors, il est où le cache? Ok, super. On va tout mettre en grand. Ok, ça marche. Vous voyez, tout le monde voit? Non. Non, pas encore. Mais ça va arriver. Yes. Donc là, tu es en plein écran, ne te retourne pas. Ça pourrait être un peu violent. Ok, allez, on se concentre, parce que c'est quand même quelque chose de sérieux. Est-ce que tu es prête, Maud? Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de drame. On ne va pas faire un truc très profond. On va juste aller voir un petit peu quelles sont les premières émotions qui t'amènent, ce que tu vois, ce que tu ressens. On va aller voir le masculin, le féminin, et puis pas plus. Et puis, si ça te plaît, on continuera en cabinet. Oui. Ok? Sans la foule. Sans la foule, qui est très bienveillante. Tu es prête? Oui. Allez, c'est parti. Alors, je vais t'oublier d'enlever ça. Alors, déjà, je vais t'inviter à prendre quelques instants pour ressentir ce que tu vois. Et quand tu es prête, eh bien, je t'invite à partager ce que tu ressens. Et tu sais que s'il y a de l'émotion, tu la laisses sortir. Oui, j'ai l'habitude de laisser sortir maintenant. Ah ben, c'est super. Alors, qu'est-ce qui vient? Je suis assez étonnée d'avoir un... Normalement, j'ai ça, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Ah oui, vous l'entendez? Non. Ah, voilà. Je suis assez étonnée parce que j'ai l'œil un peu pétillant, un côté un peu... Donc ton côté, celui qui est à gauche, c'est le côté droit, oui, et celui qui est à droite, c'est le côté gauche. Donc le masculin est pétillant, c'est ça ou l'inverse? Le gauche. Voilà, donc ça c'est ton masculin, ton côté droit. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que l'autre, il est beaucoup plus petit. Il y a une grosse asymétrie sur les yeux, donc forcément, ça se voit moins. En tout cas, c'est pas du tout la même émotion qui est jouée dans le féminin et dans le masculin. Alors, quelle est l'émotion première qui monte comme ça, qui sort quand tu te regardes? Là, c'est que je me fais rire, en fait. Ouais, bah c'est super. Attends, c'est génial de se faire rire. Qu'est-ce qui te fait rire? Je sais pas, ma tête, avec les cheveux à moitié en vrac. Mais Donc, ça t'amène de la joie? Ouais. Et ben c'est génial. Ouais. Pardon. Ça lui amène de la joie. Tiens, prends le micro. Non, mais ce micro-là, il ne sert pas à ce qu'on vous entende. Ah oui, c'est vrai. Prends le micro. Allez. J'ai tapé dessus. Alors, donc tu te fais rire, donc ça amène de la joie. Génial, super. Effectivement, il y a de la malice. Oui, voilà. Il y a quelque chose d'un peu espiègle, mais oui, espiègle, malicieux, joueur. Tu t'amuses là. Ouais. Il y a une espèce de jeu qui se met en place, en tout cas dans le masculin. Et ça tombe bien parce que le masculin, c'est l'action, c'est l'agir, c'est celui qui va dans le monde. Donc il y a quelque chose dans ton masculin, comme si tu te faisais un petit clin d'œil. Tu vois ? Ouais, pourquoi pas. Ça te parle ? Je ne sais pas de quoi. Oui, bah ouais. Je ne sais même pas si je sais faire un clin d'œil, mais ouais. En tout cas, dans l'énergétique. Oui, voilà. Alors, je te propose qu'on aille voir masculin-féminin. Alors, je vais être obligée de faire ça. Je sais, mais je suis obligée de faire ça. Alors. Ah oui, bonne astuce. Merci. C'est Priscilla, je tiens à lui rendre. Bravo l'astuce. Alors, ça, on a ton masculin.
et ton féminin. Donc, je vais passer pour que vous ressentiez bien la différence entre les deux. Essayez de vous connecter. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme émotion là? Hein? C'est incroyable, hein? Vous êtes tous pareils, hein? Moi, je suis particulièrement asymétrique. Ouais, mais tout le monde est asymétrique. En tout cas, c'est pas une asymétrie même physique, c'est énergétique et émotionnelle. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme émotion là dans le féminin? Du retrait, un peu. Par rapport à l'autre, j'ai l'impression qu'il y a plus de retrait par rapport à... Oui, il y a du retrait, absolument. Il y a surtout de la tristesse. Il y a une grande tristesse. Même si je souris, oui. Alors, le sourire, hein, c'est le plus beau masque social. Hein. Si quelqu'un me sourit dans mon cabinet, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il veut me cacher? Pourquoi il me manipule, hein? Puisque je ne suis pas drôle, en fait. Il n'y a aucune raison qu'il se marre. Et il n'y a aucune raison que je le fasse sourire, parce que je ne suis pas drôle naturellement, en fait. Je suis même plutôt assez dure et pas très commode. Donc, si la personne me sourit, moi, je me dis, OK, de quoi elle veut me détourner? Qu'est-ce qu'elle veut me faire croire, hein? Ne confondez pas la joie et un sourire. Hein? Ça n'a rien à voir. Moi, je vois beaucoup de tristesse. Tu vois, comme si tu étais au bord des larmes. Oui. Tu le vois? Oui, oui. Ça va, j'ai les mouchoirs. J'avais prévu. Et puis... Je suis pincée, ouais. Ouais, comme si... Il y a un truc que je ne veux pas dire non plus. Je sais pas ça que je sens, mais peut-être. Si, peut-être, qu'est-ce que tu veux pas dire? Ne lâchez pas quand on vous propose quelque chose. Pas sûr de le dire devant tout le monde. Ok, je comprends. Alors effectivement, si toi tu me l'apportes, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas dire. Il y a comme un constat, comme si tu constatais quelque chose. Tu vois, genre, on en est là, quoi. Tu vois, dans une tristesse de... Je comprends pas, tu questionnes. Il y a quelque chose que tu comprends pas. Ça te parle dans ton féminin? Ouais. Tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais je te donne les... Ça te parle, hein? Dans ce féminin, on a quelqu'un qui est assez triste, qui questionne, qui ne comprend pas, qui est un peu en retrait, comme si tu avais un peu lâché l'affaire. Tu vois? Ouais, ça te parle? Ça me parle bien. Et puis, voilà, dans un questionnement. Genre, c'est quoi ce bordel, quoi? C'est quoi ce truc que je suis obligée de vivre? Ça te parle? C'est pas mal. Allez, j'accélère. Et puis, on va aller voir dans ton masculin. Pas du tout la même énergie, hein. On a quoi comme émotion? Laura? Tu l'as dit. Il y a de la peur. Regardez sa peur dans son regard. Il y a de la peur, ça te parle? Dans l'action, dans l'agir? Ça dépend pourquoi, mais oui, je peux avoir... je peux le ressentir. Tu peux le ressentir? Ouais. Tu peux me dire non, hein? Non, mais... Enfin... Alors, il y a de la peur, mais là, on est dans ton enfant. Tu vois, c'est beaucoup plus enfantin. Là, on a ta femme, on a ton adulte. Et là, on a ton enfant blessé. Vous voyez la différence? On a une femme, là, hein, c'est incroyable. Là, on a vraiment une femme, et là, on a une petite fille. Presque même, ça peut être un petit garçon, puisque c'est dans le masculin. Hein, ça vient raconter quelque chose d'un petit garçon. C'est là où j'ai les cheveux courts. Exactement. Mais on n'a pas les cheveux courts par hasard au même endroit. Hein. Tu as un côté fille et un côté garçon. Donc là, il y a plutôt comme si, je ne sais pas, quelle est ton histoire. Peut-être que ta mère voulait un garçon. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est dans le petit garçon ou la petite fille. Alors j'étais, moi, garçon manqué quand j'étais enfant. Ouais. Après, ma mère, je ne sais pas, parce qu'elle a eu des garçons après, donc c'est bon, elle a réglé son cas, mais... Ah, bah peut-être... mais je ne sais pas si moi, elle voulait un garçon, je lui poserai la question. Parce que souvent, quand on a un garçon manqué, c'est qu'inconsciemment, nos parents voulaient un garçon, et que pour être aimé, on va se mettre en garçon pour obtenir l'amour. Non, ce qui est sûr, c'est que je n'aimais pas les robes. Mais en tout cas, c'est inconscient, tu vois, c'est pas un truc qui t'est dit, tiens, j'ai envie d'être un garçon manqué, oui, non, tu vois. C'est inconscient, si ta mère ou ton père, ils voulaient un garçon... inconsciemment, tu vas plutôt aller vers le garçon pour pouvoir les combler, les satisfaire. Là, il y a quelque chose du petit garçon. Tu viens raconter quelque chose qui dégage l'énergétique d'un petit garçon. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait venir raconter dans ton histoire? Ça te parle? J'essaie de réfléchir. En tout cas, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, là, dans une naissance de petit garçon. Donc ça peut être des milliards de choses, hein. Ça peut être... ton enfant blessé, les attentes de tes parents,
toi, du transgénérationnel. Ça peut être plein de choses. Ouais. Mais il y a de la malice aussi. Tu vois, tu t'amuses, c'est coquin, c'est un enfant. Il y a vraiment un truc enfantin. Oui, ça, c'est tout le temps chez moi. C'est quelque chose d'enfantin ? Oui. Ouais. Ben ça, c'est ce que tu... Aujourd'hui, à l'instant T, on pourrait faire la photo demain, elle serait peut-être totalement différente. Tu viens nous raconter que tu as quelque chose à travailler dans le masculin sur quelque chose qui fait peur, mais en même temps qui s'amuse, qui est malicieux, tu vois, dans ton enfant blessé. Et puis dans ton féminin, là on a une femme. C'est incroyable parce qu'on dirait deux personnes, quoi. On a de la tristesse. Tu vois, ton féminin, il est un peu plus effondré que ton masculin. Oui. Ça, je le vois bien. Tu le vois ? Oui. C'est incroyable la différence. Là, t'es vraiment... on dirait que tu es beaucoup plus jeune, tu vois, comme un enfant. Oui. Et là, on a Et quelque chose... un peu plus de vécu. Voilà, t'es fatigué. Un peu, ouais. T'es un peu fatigué, t'es un peu au bout du roule, là, dans ton féminin. Ça te parle ? Ouais. Il y a quelque chose qui s'effondre un petit peu, tu vois, qui arrive un peu au bout de quelque chose. C'est que ça fait longtemps que j'essaie de l'assumer, ce côté féminin, et que je galère un peu des fois. Donc, là, peut-être que tu es venu te montrer que ça te rendait triste de ne pas l'assumer, tu vois, de lutter contre. Il y a quelqu'un qui a parlé de résistance tout à l'heure dans le féminin. Tu as déjà inconsciemment compris ce qui allait se passer. Bravo. Donc là, tu vois, on a des pistes de travail pour aller peut-être t'autoriser à développer, assumer, accepter ce féminin, peut-être guérir les blessures de ce féminin qui t'empêchent aujourd'hui d'aller dans la joie et d'être fière et heureuse d'être une femme. Qu'est-ce que c'est que cette tristesse ? De quoi elle parle ? Et puis, d'aller guérir cet enfant intérieur, si c'est ça, ou qu'est-ce que ce petit garçon vient raconter de toi ? Dans ce masculin qui a peur et en même temps qui s'en amuse. Tu vois ? Et ça, c'est des pistes de travail qu'on va pouvoir... Là, j'ai franchement moins d'idées pour ce côté masculin. Ça te parle pas pour l'instant ? Le petit garçon, pour l'instant, ça me parle pas. Le côté féminin, je vois bien tout le parcours. Tu sais, ça peut être aussi ne pas t'autoriser à être une femme, mais c'est-à-dire être vraiment dans le masculin pleinement, tu vois, dans ce côté-là. Tu vois, si on retourne dans ce côté-là. Oui. C'est qu'il y a encore chez toi peut-être 50% du masculin, 50% de femmes. Or, tu t'es incarné en femme, donc c'est quand même le féminin qui demande à être développé plus que le masculin, tu vois. Et après, tout ça va demander à y aller un peu plus en introspection, qu'on ne va pas faire ici présent devant les gens. Mais en tout cas, non, j'ai compris, c'est fini. On n'a plus le temps. Priscilla nous dit qu'on n'a plus le temps. Est-ce que c'est OK pour toi si on s'arrête là ? Parfait, merci beaucoup. Je te remercie infiniment, Maud, d'avoir... Bon. Eh bien, ça y est, c'est fait. Ouf. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez venir me poser toutes les questions du monde toute la journée, je suis là et on répondra à vos questions ce soir. Il y a le reportage de Chloé qui est à l'entrée du couloir, il y a des petites cartes. Merci beaucoup et enjoy la suite.